L'époque des gares de campagne est l'une des plus mémorables. Simple point sur une carte, ces gares sont souvent érigées au milieu de nulle part. Le chef de gare n'a d'autre choix que d'occuper les lieux. Pendant des décennies, des familles entières ont dormi dans les vapeurs des locomotives, bercées par le bruit sourd des convois qui s'y arrêtent jour et nuit. Plusieurs d'entre elles sont construites entre 1860 et 1900. Faites de bois ou de pierre, on les reconnaît facilement à leurs pignons érigés en flèche, rappelant le style néo-gothique. Le chef de gare et sa famille occupent l'étage supérieur. On y retrouve une cuisine rudimentaire, un séjour et quelques chambres. Les jeunes célibataires qui commençaient dans la profession devaient, eux, se contenter d'une seule pièce. Dans l'Ouest canadien, où des centaines de villes et communautés agricoles doivent leur existence au Canadien Pacifique et au Grand Trunk, on attend le train qui, lui, amènera la gare. Quand un chemin de fer se construit, les gens savent à peu près à quelle vitesse un chemin de fer avance sur son projet de construction. Donc, connaissant à peu près la limite d'une locomotive avant qu'elle ait besoin de faire le plein d'eau, etc., certains spéculateurs vont acquérir des terrains en disant « Je pense que le chemin de fer va construire une gare dans cet endroit-là parce qu'il devrait être rendu là dans sa construction, puis il a besoin d'une gare là. » C'est un risque élevé, les terres sont à bas prix, et c'est un phénomène qui va se généraliser. C'est en fait la notion même de ville champignon qui va être associée à ça, puisque dès qu'on va penser qu'un chemin de fer va établir une gare, rapidement des gens vont même anticiper l'arrivée de la gare en disant une ville s'en vient, et comme par hasard, la ville se crée autour même de l'anticipation de la gare elle-même. Si la gare arrive, automatiquement c'est la réalisation de leurs anticipations, donc une énorme marge de profit pour les spéculateurs qui voient leur terrain passer de quelques sous le pied carré à des dizaines ou des centaines de dollars le mètre carré. Des gares s'érigent tout le long de la ligne de chemin de fer. Construites à tous les 24 km afin de faciliter le transport des récoltes, elles forment un long chapelet qui s'étend d'est en ouest. Le temps faisant défaut, on les nomme à la hâte, souvent par ordre alphabétique. Les agglomérations qui naissent à la suite du passage du train prennent simplement le nom de la gare. Dans l'Est, comme dans l'Ouest, plusieurs gares de campagne sont construites à la va-vite et avec un souci d'économie. Le confort y est plus que relatif. Des familles entières s'entassaient dans ces logements singuliers. Fille de chef de gare, Cécile Blais n'a pas oublié son enfance passée dans ces étranges maisons de train. Le logement était ici, là. Ça, c'était le salon, la salle à dîner. Puis en arrière, ici, c'était la cuisine. C'est tout ce qu'il y avait en bas. Puis ça, c'est un solarium qui a été ajouté après, là, en 46, je pense, 45. 45. La gare branlait toujours un peu, hein. C'était comme un petit tremblement de terre à chaque fois. Mais on le sentait plus, hein. Quand on est habitué, on s'en apercevait pas. Moi, ça me dérangeait pas non plus que les trains passent devant ma fenêtre. Moi, du tout, du tout. En 8 ans, la famille de Cécile Blais a habité pas moins de 3 gares différentes. Elle garde le souvenir d'une vie riche et palpitante, mais réservant parfois quelques surprises. Il en est arrivé une fois que je me souviens, on avait eu assez peur. Il y a un monsieur qui est descendu du train avec sa femme. Puis il avait tout le long de Montréal, il avait bu de la bière, puis quand il est descendu, il était pas mal rond. Puis là, il dit, je vais aller me jeter en dessous du train. Là, le train venait juste de décoller. Mon père s'en va près de lui, puis il dit, non, non, viens-t'en ici, là, puis tout ça. Mais là, il a commencé à se battre avec mon père. Les deux étaient par terre, puis ils glissaient sur la plateforme, puis le train ne finissait plus de passer parce que les trains étaient longs des fois. Hein. Puis jusqu'à ce chien qui s'en est mêlé, qui tirait... il tirait ses pantalons de mon père, puis moi et mon frère, on criait après mon père, puis on criait au
On avait tellement peur que les deux aboutissent en dessous du train. À fin du compte, le train a fini de passer, puis... mais savez-vous, ce monsieur-là, c'est un lutteur. Et quand on dit ça... Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent certainement pas aux enfants du village. C'est vers la fin du siècle que commence progressivement l'amélioration des gares de campagne. Le Canadien Pacifique élabore une série de modèles types, applicables selon l'importance des gares à construire. Quelques années auparavant, Sanford Fleming, ingénieur au CP, avait proposé un plan standardisé de développement des villes. Il n'eut pas un grand succès dans ses premiers efforts d'urbanisme, mais on conserva l'idée de la gare comme point central du développement urbain. Dans l'Ouest, les élévateurs à grains sont certainement l'élément le plus distinctif des gares de cette partie du Canada. Bien des gares auxquelles ils étaient attachés sont aujourd'hui disparus, mais les colosses s'élèvent toujours fièrement au-dessus du paysage des prairies. Si dans les grandes villes, les gares se parent de leurs plus beaux atours pour impressionner la clientèle, dans les villages, les gares de campagne ne sont pas totalement en reste. Soucieuses de leur image, les compagnies ferroviaires imposent le jardinage. Cette mode, inspirée des gares d'Angleterre, est d'abord reprise par le Canadien Pacifique dans les années 1890. Les jardins de gare, entretenus avec la bienveillance des chefs de gare, apparaissent d'abord de façon informelle. Mais en 1908, la présence de jardins permanents devient une directive corporative. Sur l'actuelle route 116, sur la rive sud du Saint-Laurent, près de Montréal, une gare de campagne attire encore aujourd'hui les regards des automobilistes. La gare Saint-Bruno de Montarville fut construite au début du siècle par de riches familles anglophones de Montréal possédant des résidences secondaires sur les flancs du Mont-Saint-Bruno. Arrivés au village, à bord de leur wagon privé, ils s'attardaient sur le quai de la gare avant de se diriger vers leur domaine pour un séjour de villégiature. Nouvellement acquise et restaurée par la municipalité, la petite gare porte le souvenir de ces décennies où, été après été, froufrou et chapeau haut de forme défilaient sur son frêle débarcadère. Toutes les gares n'ont pas eu la même chance. Après la guerre, avec le déclin du chemin de fer, plusieurs de ces belles sont abandonnées à leur sort, disparaissant peu à peu de la mémoire. Mais certaines résistent toujours obstinément au passage du temps et au pic des démolisseurs. Celles-là ont encore bien des histoires à raconter.